Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode de Micro ouvert. Je suis Clémence Penn de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui pilote le plan d'action pour un gouvernement ouvert. Pour rappel, si vous avez raté les 2 premiers épisodes, le gouvernement ouvert, c'est un programme qui cherche à ouvrir le gouvernement, à promouvoir des valeurs de transparence, de redevabilité, c'est le fait de rendre des comptes aux citoyens et de participation citoyenne. Et on fait ça à travers de la co-construction d'un plan d'action entre l'administration et la société civile tout au long de l'année. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on est très heureux de recevoir Sarah Durieux. Sarah Durieux, vous êtes directrice de Change.org France. Je crois que vous prononcez change.org d'ailleurs. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti récemment et qui s'appelle Changer le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes engagée au service de l'engagement, justement? Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie de retrouver tout le monde dans ce matin. J'ai oublié d'amener mon croissant, j'avais dit qu'on prenait le petit déjeuner ensemble. Oui, je pense que c'est toujours difficile de raconter comment son engagement a commencé sans faire un CV trop long, mais je dirais que pour moi, il y a eu un peu un réveil à l'activisme un peu tardif, même si je me suis sentie engagée, je pense, depuis longtemps. Petite, ma mère me disait que je regardais beaucoup les infos et que je comprenais tout ce qu'il disait. Et je disais, oui, mais lui a dit ça parce que telle et telle chose. Donc, j'étais déjà très concernée par la chose publique et par ce qui se passait dans le monde autour de moi. Et puis, j'ai grandi en tant que femme, dans une famille de femmes, confrontée à des situations parfois difficiles. Et je pense que maintenant, en ayant pris un peu le recul, c'est un peu le point de départ de mon sentiment d'injustice. Et je pense que, en fait, mon engagement, il vient d'abord de l'envie de réparer un sentiment d'injustice. Et puis, il a beaucoup grandi quand j'ai rejoint Change.org en 2012 pour le lancer en France. En fait, j'avais déjà travaillé dans des ONG, notamment à la Fondation Nicolas Hulot, et j'étais déjà dans l'idée d'utiliser les outils de communication, les outils de mobilisation au service du bien commun. Et puis, ça a vraiment trouvé son paroxysme, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, en rejoignant Change.org, parce que c'était l'idée le projet au départ et qui l'est toujours et qui maintenant s'est développé, c'était comment est-ce qu'on donne à chacune et à chacun des outils pour faire campagne sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc d'être vraiment au service des premières et premiers concernés qui veulent se mobiliser, mais de partager avec elles et avec eux les bonnes techniques de mobilisation. Et du coup, c'est cet engagement qui s'est développé et je dirais même, je dis souvent que je suis devenue féministe au contact des féministes avec qui j'ai travaillé chez Change.org, en tout cas que j'ai accompagné dans le cadre de leur campagne, parce que ça faisait aussi partie d'une réalisation ou d'une compréhension peut-être de certaines choses que moi-même j'avais vécues et de comment l'activisme et le féminisme, ça pouvait être une résolution. Et donc, je pense que je suis encore en chemin et que je vais continuer à m'engager plus loin dans plein d'autres choses dans les mois et années qui viennent. Et alors, donc pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas encore Change.org, donc c'est un site de pétition qui a porté énormément de messages citoyens et avec désormais un bel historique et beaucoup de victoires. Est-ce que c'est ce que vous essayez un petit peu de raconter dans le livre? Donc c'est un manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Je vous ai mis le lien dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous donner vos astuces pour reprendre le pouvoir? D'abord, le livre, c'est un peu l'aboutissement justement de ces 10 années à travailler, enfin quasiment une petite décennie à travailler avec des personnes qui sont le plus souvent des débutantes et des débutants, enfin des gens qui ne sont pas des activistes professionnels et qui vont avoir envie d'agir, avoir envie de faire changer les choses. Donc, ils s'appuient vraiment sur cette expérience-là, parce qu'au-delà des techniques qui fonctionnent, c'est comment est-ce qu'on les rend accessibles, comment est-ce qu'on les raconte de manière à ce que chaque personne qui lit le livre se sente capable de s'engager. Parce que mon expérience, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont plus de mal à lancer des campagnes, c'est la méthodologie, donc le fait de comprendre comment fonctionnent les leviers d'influence et donc comment on peut justement reprendre le pouvoir. Mais il y a aussi la question de la confiance et c'est pour ça que dans le livre, il y a une grosse part de storytelling, de raconter des histoires de gens qui ont réussi et qui n'ont pas forcément commencé en ayant toutes les chances de leur côté, que ce soit de par leur expérience, mais aussi sur les sujets sur lesquels ils travaillaient où il y avait potentiellement beaucoup de travail à faire et que c'était pas forcément des campagnes faciles à gagner. Et donc l'idée de ce livre, c'est vraiment d'aller dans une approche
chronologique de comment on s'y prend quand on veut lancer une campagne. Donc d'abord, la première étape, ce qu'on doit faire, c'est décider sur quel sujet on veut agir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer le monde, et c'est aussi pour ça que le livre s'appelle comme ça. Mais changer le monde, c'est changer plein de choses. Et donc, quelle est la cause qui nous tient à cœur? Quel est le sujet qui vraiment nous tient à cœur? Et comment est-ce qu'on peut commencer à aborder ce sujet-là en lançant une première campagne. Et ça, c'est la différence entre je veux lutter pour une cause et je vais mener une campagne, c'est concrètement qu'est-ce qu'on veut demander et à qui. Donc la définition en fait de sa campagne, c'est un peu le point de départ et c'est un point crucial parce que stratégiquement, c'est ça qui fait qu'on aboutit, qu'on a plus de mal à aboutir, c'est quand on est très spécifique sur ce qu'on veut demander et à qui. Donc le livre en fait déroule comme ça les différentes étapes, c'est d'abord définir sa demande, ensuite c'est réfléchir à qui est la personne à qui on doit s'adresser. Et là, le conseil que je donne beaucoup, c'est vaut mieux viser juste que viser haut. Donc, même si on veut toutes et tous s'adresser à Emmanuel Macron, c'est bien de réfléchir à est-ce qu'il y a des responsables politiques ou économiques qui peuvent permettre de résoudre la problématique que vous avez identifiée. On s'adresse assez peu finalement à nos entreprises alors qu'elles détiennent un pouvoir d'action qui est important. Elles peuvent aussi faire école et pousser à des législations ensuite. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à s'adresser aux législateurs en France, mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire changer les choses. Et puis même au niveau des personnes à qui on s'adresse, on part souvent du niveau national, on s'adresse au président, on s'adresse à des ministres, mais il existe d'autres niveaux de décision en France, le niveau local, le niveau départemental, le niveau régional, et c'est intéressant de réfléchir à qui détient le pouvoir pour changer les choses sur cette question précise. Et souvent, on a des responsables politiques locaux qui peuvent nous permettre de faire avancer les choses. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes du livre. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini ce qu'on demande et à qui, on réfléchit un petit peu à quel va être notre QG de campagne. Et donc, notre QG, il est beaucoup digital aujourd'hui. Donc, ça va être créer une pétition en ligne ou créer un groupe WhatsApp ou créer un groupe Telegram pour pouvoir s'organiser collectivement. Et ça, c'est une étape essentielle et c'est ça qui fait que les gens vont se retrouver ensuite pour agir ensemble. Et le livre ensuite déroule justement différentes actions qu'on peut mener de manière collective avec une approche sur qu'est-ce que c'est que de lancer un boycott, une grève, une manifestation, comment est-ce qu'on mène une action symbolique. On a beaucoup parlé de désobéissance civile, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on mène une action de désobéissance civile? Et puis, il y a d'autres choses qui sont très importantes comme comment est-ce qu'on s'adresse à des journalistes, comment est-ce qu'on les interpelle et on les incite à raconter nos campagnes, ou alors comment est-ce qu'on fait, entre guillemets, le buzz sur les réseaux sociaux, quelles sont les techniques éculées pour faire connaître un message sur Instagram, sur Twitter ou même sur Facebook. Donc le livre est assez complet, mais il est assez progressif dans l'approche, ce qui permet aux gens qui n'ont jamais lancé de campagne de pouvoir se mettre le pied à l'étrier. Et alors, par exemple, des succès, des histoires qui vous ont particulièrement marqué. Je sais que vous avez beaucoup soutenu notamment Priscilla Ludowski au moment de la crise des Gilets jaunes. Ouais, on a beaucoup travaillé sur des campagnes. C'est vrai que depuis 2012, il y a pas mal de très grosses campagnes qui ont fait du bruit en France, qui ont été lancées sur Change.org par des individus comme Priscilla. Donc, juste pour refaire un peu l'historique, je pense que les grosses campagnes dont la plupart des gens ont dû entendre parler, c'était d'abord la campagne sur la loi travail, contre la loi travail en 2016, qui avait commencé par une pétition qui avait été lancée par Caroline Dehaas. Donc, Caroline qui est un peu un exemple à part, puisqu'elle est déjà une professionnelle de la mobilisation, mais ça a été quand même un des mouvements les plus importants, avec quasiment 1,5 million de signatures. Ensuite, il y a eu la campagne pour Jacqueline Sauvage, donc cette femme qui avait été battue pendant des années par son mari, excusez-moi, et qui ensuite a été condamnée à 10 ans de prison. Et donc cette pétition, il y avait 2 pétitions d'ailleurs, on a fait travailler ensemble 2 pétitionnaires qui avaient été lancées par des femmes qui étaient elles-mêmes directement concernées par la question des violences conjugales et qui ont permis la libération de Jacqueline Sauvage, qui donc a été graciée par François Hollande. Et puis plus récemment, comme vous l'évoquiez, la pétition qui a été lancée par Priscilla Ludowski, qui à la base était pour la baisse des prix du carburant, qui a été un peu le point de départ du mouvement des Gilets jaunes et qui ensuite ont eu des revendications qui se sont élargies sur des questions démocratiques et sur des questions de précarité. Mais en effet, on a beaucoup travaillé avec Priscilla Ludowski. Je dois dire que je pense qu'elle avait vraiment une fibre militante et je pense que des fois, il y a des personnes qui arrivent à comprendre très rapidement comment fonctionnent les choses. Donc, même si elle n'avait pas une expérience militante, elle a très vite compris comment mener sa campagne. Et nous, on l'a surtout accompagnée sur l'animation de sa pétition, puisqu'en fait, quand on a 1,5 million de personnes
personnes qui ont signé une pétition, on est un peu responsable en tant qu'autrice ou auteur de la pétition de comment est-ce qu'on va les informer sur les avancées de la campagne, comment on peut leur proposer des actions. Et donc, c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé avec Priscilla. Et puis, il y a eu surtout cette réflexion qui a été menée par Priscilla et avec qui on a travaillé, qui était comment est-ce qu'on justement, puisque les revendications du mouvement évoluent vers des revendications démocratiques, comment est-ce qu'on fait évoluer la pétition? Et donc, c'est comme ça qu'aussi Priscilla a lancé d'autres pétitions sur des sujets particuliers, comme le RIC, par exemple. Donc, on a fait vraiment ce travail d'accompagnement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement que les gens lancent des pétitions, signent, etc. C'est comment ces campagnes peuvent aboutir. Donc c'est vrai qu'on a un gros travail, on fait un gros travail de pédagogie. C'est aussi pour ça que le livre existe. Mais on a aussi des guides qui existent en ligne. On a nos chargés de campagne qui régulièrement expliquent aux gens comment on gagne des campagnes efficaces. Et ça fait vraiment partie du cœur de notre action. C'est pas juste comment est-ce qu'on crée des grands mouvements, même s'ils sont intéressants et utiles. Le mouvement des Gilets jaunes, je pense, ça a été très utile. Mais c'est aussi comment est-ce que ces campagnes peuvent aboutir. Et moi, des campagnes qui m'ont marqué récemment, ça a été par exemple la campagne qui a été lancée par Stéphane Ravaclet qui est un boulanger à Besançon qui travaillait avec un apprenti qui s'appelle Laïf Odé Traoré et qui était au risque d'être expulsé du territoire français puisqu'il avait juste eu 18 ans. Et du coup, il a lancé cette campagne en partant de rien, pas de réseau, pas d'expérience militante, mais avec justement, je dis, en rigolant, je dis souvent que au même moment que de la sortie du livre, il a gagné sa campagne. Et quand je regardais en fait tout le déroulé de sa campagne, c'est comme s'il avait suivi exactement toutes les étapes. Et donc, je trouvais que c'était vraiment l'exemple parfait de la campagne bien menée. Et donc, il a permis non seulement que son apprenti, Laïf Odé Traoré, puisse rester en France, mais aussi inspirer beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres patrons qui eux aussi étaient dans la même situation avec des apprentis qui étaient à risque d'être expulsés, bien qu'ils aient un travail avec eux et que ce soit des gens qui soient à risque souvent c'était une question de vie ou de mort s'ils étaient expulsés, qui revenaient dans leur pays d'origine. Donc c'est intéressant de voir tous ces exemples de personnes qui n'étaient pas forcément militants pro, mais qui, ayant réussi leur campagne, commencent à avoir vraiment à développer une forme de confiance et surtout inspire d'autres personnes à faire la même chose. Donc notre modèle, il fonctionne aussi comme ça. C'est comment certaines victoires de personnes qui nous ressemblent peuvent nous inspirer à agir à notre tour. Bah, effectivement, je trouve que c'est vraiment la dimension qui est ultra motivante. Ça donne, tous ces succès donnent de l'espoir. Et il y a une question de Didier dans le chat. Est-ce qu'il y a des risques juridiques à lancer une campagne? Est-ce que c'est l'une des raisons qui explique les inhibitions qu'on peut avoir à s'engager? En plus, donc, j'imagine de l'idée qu'on lance une bouteille à la mer et qu'on ne nous entendra jamais. Alors, je pense qu'il y a des risques juridiques, mais très honnêtement, de mon expérience en tout cas, et des discussions que j'ai eues avec les gens qui ont lancé les campagnes, c'est rarement ça qui est une limite en fait, qui empêche les gens de se lancer. Je pense que ce qui fait que les gens ne passent pas le pas, c'est que il y a trois raisons principales. La première, c'est un sentiment que ça sert à rien. Donc, il y a quand même beaucoup. Même si je suis très contente des succès des personnes qui lancent des pétitions sur Change, il y a aussi beaucoup de travail à faire envers certaines personnes qui pensent vraiment que il n'y a rien à faire, que tout est immuable et qu'on ne peut rien changer. Donc ça fait aussi partie de notre travail, de les convaincre que c'est pas le cas. La deuxième chose, c'est est-ce que je suis légitime, c'est-à-dire est-ce que je suis la bonne personne pour le faire. Je me rappelle un peu moins maintenant, mais au début du lancement de change.org, je regardais beaucoup les personnes qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux et je leur disais pourquoi vous ne lancez pas une pétition si vous voulez faire avancer ce sujet. Et les gens me disaient oui, attendez, je vais créer une association, comme ça je pourrais lancer une pétition. Donc il y a vraiment cette notion de est-ce que je suis légitime moi en tant que personne pour prendre la parole, et je pense que ça a beaucoup changé et c'est tant mieux. Et c'est un vrai sujet d'ailleurs démocratique de qui est-ce qui prend la parole et est-ce qu'on peut s'autoriser en tant que citoyen et citoyenne sans avoir un mandat particulier à prendre la parole. Je pense que ça doit être le cas. Et puis la dernière étape, je dirais, c'est plus le temps disponible. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet aussi de démocratie. C'est aujourd'hui les gens qui se mobilisent, qui sont activistes, qui lancent des pétitions ou qui vont participer à des associations sont souvent soit des étudiants, soit des retraités. Donc c'est vrai que les personnes qui sont dans la vie active, à moins d'être au chômage ou sans emploi, ont très peu de temps disponible pour agir sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et moi, je milite un peu aussi pour qu'on réfléchisse à
puisqu'on a un droit individuel à la formation, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un droit individuel à l'activisme ou à l'engagement, je ne sais pas, pour donner du temps aux gens et pour construire justement une démocratie qui fonctionne bien, parce qu'en fait, pour moi, le fait de faire de l'activisme, c'est aussi participer à la démocratie. Donc ça, c'est vraiment les limites de départ. Sur la question juridique, en effet, il peut y avoir certains risques. Je pense que le risque le plus courant, c'est le risque de diffamation, c'est-à-dire qu'on a assez régulièrement des gens qui lancent des campagnes et on reçoit des messages des personnes qui le mettent en cause, qui nous disent c'est de la diffamation, etc. Honnêtement, il y a beaucoup de cas où c'est plus une forme de défense réputationnelle qu'un véritable cas de diffamation. Il faut savoir quand même qu'en fait, en France, le droit, la liberté d'expression est quand même protégée. Donc, à partir du moment où on s'assure que les informations qu'on relaie sur une pétition sont véritables, vérifiées et prouvable, entre guillemets. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut se sentir à l'aise de lancer une pétition. Et bien entendu, nous, nos équipes, on accompagne aussi les personnes quand elles lancent leur campagne en leur expliquant que, voilà, c'est ce que je dis aussi dans le livre, on peut raconter son histoire, on peut parler de son émotion, de l'émotion qu'on ressent quand on écrit une pétition, on n'est pas obligé d'être que dans l'argumentation. Par contre, il faut qu'on soit basé sur des faits vérifiables, et ça, c'est important parce que ça vous permet aussi de vous prémunir contre ce genre de risque juridique que je vois le plus couramment. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement du point de vue des agents publics qui tentent d'ouvrir le gouvernement, c'est l'usage qu'on peut faire de ces pétitions. Et vous m'expliquiez que on peut aussi utiliser ce type de plateforme pour prendre le pouls, pour repérer notamment des signaux faibles. Voilà. Quels sont vos conseils pour pouvoir valoriser, soutenir l'engagement des citoyens pour aussi transformer l'action publique? Alors, on a fait pas mal de travail avec certaines institutions, certaines administrations sur ce sujet-là, dans la mesure où notre objectif, c'est que aussi ces campagnes aboutissent. Donc, on fait ce travail un peu de mise en relation avec des membres du gouvernement, par exemple, ou avec le Conseil économique, social et environnemental, avec qui on a pas mal travaillé, justement pour que l'existence de ces pétitions en ligne, elle puisse être même si elles ne sont pas institutionnalisées, et ça peut-être on pourra en reparler, elles soient en tout cas prises en compte dans la décision. Je pense qu'aujourd'hui, nos responsables politiques ou nos institutions prennent des décisions basées sur des études, des datas, etc. Et je pense que l'opinion exprimée sur une pétition, ça fait partie des éléments à prendre en compte pour pouvoir prendre une décision. Et du coup, je pense que ce qui peut être intéressant de réfléchir dans le cadre justement d'une démarche gouvernement ouvert, c'est quels sont les outils, quels sont les process qu'on met en place pour assurer une veille et surtout pour évaluer en fait l'importance de ces pétitions dans le cadre des décisions qu'on prend. Avec le CESE, par exemple, il y avait on a lancé une initiative, enfin le CESE a lancé une initiative à laquelle ils nous ont associés, qui était l'idée d'avoir un label pour les plateformes de pétitions qui respectaient certains critères et donc prendre en compte les pétitions lancées sur ces plateformes. Et donc le process qui fonctionnait avec le CESE, c'est qu'il y avait justement un système de veille des pétitions lancées. Donc il y avait des personnes au sein du CESE qui regardaient régulièrement les pétitions lancées, qui évaluaient en fonction des débats, par exemple, qui avaient lieu au CESE ou des projets de réflexion ou de rapports qui étaient sur la table, comment on pouvait intégrer, par exemple, les pétitions et les expressions de ces opinions dans le projet. Et il y avait aussi l'idée d'interroger les lanceurs et lanceuses de pétitions dans le cadre des auditions qui étaient menées quand on lançait ces rapports. Et c'est encore le cas et ça a plutôt bien marché, notamment, forcément, on a eu un gros débat sur la fin de vie hier à l'Assemblée et c'est un bon exemple d'une pétition qui a été lancée. Il y a deux pétitions différentes, mais deux femmes qui ont été auditionnées ensemble par le CESE, Nathalie de Bernardi et Marie Godard, qui ont lancé une pétition pour une fin de vie, un droit au suicide assisté. Et en fait, elles ont été auditionnées au même titre que des médecins, que des représentants des cultes, dans le cadre des travaux du CESE. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que non seulement ça donne un débouché assez, dans leur cas, 400 000 signatures, une forme de débouché institutionnel, mais aussi ça permet de remettre la parole des premières personnes concernées au cœur des débats. Et ça, on en a beaucoup parlé et je pense que c'est important. C'est important d'entendre la parole des familles quand on parle de fin de vie et pas uniquement la parole politique. Il peut y avoir des positionnements politiques, de principes, d'éthique, etc. Mais c'est aussi intéressant de comprendre l'expérience. Et en ce sens-là, je trouve que
pour des agents publics de réfléchir quand on avance sur un sujet à quelle est l'expression citoyenne sur le sujet, qui sont les personnes concernées et est-ce qu'on peut les interroger, est-ce qu'on peut les auditionner dans le cadre de nos travaux. Je trouve que c'est une très bonne méthode et surtout ça permet de ne pas réinventer la roue. Et moi, il y a quelque chose qui à la fois me conforte dans l'idée qu'on avance sur la prise en compte de la parole citoyenne dans le débat public et en général dans l'action politique, c'est le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat aient créé leur propre plateforme de pétition. Donc, je trouve ça bien. Ça veut dire qu'il y a en 2016 encore, je me rappelle avoir entendu autour de la loi travail, ce ne sont pas les pétitions qui font la loi. Donc là, on commence à un petit peu évoluer. Mais du coup, il y a aussi la question de est-ce qu'on a besoin de recréer des outils ou est-ce qu'on a une responsabilité en tant qu'agent public d'aller chercher les citoyennes et les citoyens là où elles sont. Et aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens s'expriment sur les réseaux sociaux, lancent des pétitions sur mesopinions.com, sur change.org, sur Avaz, etc. Et je trouve ça important pour les agents publics d'être en prise avec ce qui se passe sur le web et donc de pas simplement créer des outils pour faire rentrer l'expression dans un cadre préétabli qui correspond aux administrations et plutôt réfléchir à comment l'administration se plug, excusez-moi l'anglicisme, sur des systèmes existants et sur des expressions existantes. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Et surtout, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, et en particulier en période Covid, les gens ne peuvent pas s'exprimer aussi facilement qu'ils pourraient le faire. On ne peut pas faire de réunions publiques, ou en tout cas, on les fait beaucoup plus difficilement. On peut difficilement manifester aussi, même si on continue à le faire, mais il y a vraiment un enjeu à utiliser le web et ce qui se passe, les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux, pas seulement pour réguler, mais aussi pour prendre de l'information et l'utiliser comme une source d'intelligence collective. C'est super intéressant en toute transparence, puisque c'est une des valeurs qui habitent le gouvernement ouvert. Donc, c'est vraiment une question qu'on se pose en ce moment, puisque, évidemment, dans le cadre de la co-construction du plan d'action, on a ces difficultés liées à la crise sanitaire qui font qu'on discute sur Livestorm, qu'on ne peut pas organiser autant d'ateliers, de prises de parole qu'on souhaiterait. Et effectivement, comment faire pour entendre la parole citoyenne, susciter la parole citoyenne sans non plus créer des plateformes surinstitutionnalisées, etc. Et donc, voilà, je trouve que ça c'est. Est-ce que tu as est-ce que vous avez des intuitions sur je note le label, notamment le droit individuel à l'engagement. Didier Sarfati nous interroge sur est-ce qu'il n'y a pas un droit de pétition dans la Constitution ? Si oui, est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce qu'il faut baisser le seuil ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent nous inspirer sur ce sujet ? Alors, il y a bien un droit de pétition dans la Constitution et il a même été transféré dans une loi organique, mais par contre, il est rarement transféré dans nos niveaux de décision. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi organique, ça dit qu'en effet, il y a un droit de pétition au niveau des assemblées de l'ensemble du pays qui peut être activé par les citoyens dans des conditions qui sont définies par les assemblées concernées. C'est-à-dire que, par exemple, c'est à une mairie de définir le cadre dans lequel le droit de pétition s'exerce. Et en fait, très peu que ce soit des mairies, enfin des conseils municipaux, conseils départementaux, conseils régionaux, mettent en œuvre et facilitent et incitent l'utilisation de ce qui est aujourd'hui dans la loi. Les fois où nous, on a pu l'utiliser, entre guillemets, avec des pétitionnaires, c'est par exemple à Marseille, où d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder le règlement intérieur de votre mairie et à voir dans quelle mesure votre droit de pétition peut s'exercer. Et à Marseille, par exemple, le droit de pétition pouvait s'exercer à partir. Donc, il correspondait à faire discuter un sujet en conseil municipal à partir de 10 000 signatures de citoyens et citoyennes marseillaises. Et donc, on avait cette pétition qui était contre l'attribution d'une subvention de 400 000 euros pour un concert payant de David Guetta à Marseille. Et du coup, cette pétition a été signée certes par 400 000 personnes, mais on a aidé les citoyennes et les citoyens qui avaient lancé cette pétition à extraire les signatures marseillaises et donc à pouvoir les remettre à la mairie qui, du coup, avait pour responsabilité de discuter cette question-là. Et donc, finalement, la subvention a été retirée avant qu'il y ait ce débat. Donc, on voit que ça a permis d'aboutir sur la campagne. Mais en effet, je sais que
qu'il y a une nécessité de réfléchir au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional sur comment est-ce qu'on met en œuvre ce droit de pétition. Et il y a eu aussi quand même donc ces nouvelles plateformes lancées par l'Assemblée nationale et par le Sénat qui sont peut-être aussi une forme de mise en œuvre de ce droit-là, mais qui s'exerce du coup d'une manière un peu différente avec des outils spécifiques. Rien dans la loi n'oblige à ce que ça soit une plateforme qui soit gérée par le conseil ou par l'institution qui met en œuvre ce droit de pétition. Donc vraiment, la question reste ouverte. Et le dernier exemple, c'est l'initiative citoyenne européenne, donc qui est un système européen qui permet aux Européens de déposer des pétitions pour justement que ce soit débattu au niveau européen. Et en fait, juste la limite de système, c'est que les conditions sont un peu particulières. Il faut avoir un nombre de signatures conséquent dans un certain nombre de pays. Et aussi, là encore, on est sur des plateformes sur lesquelles il faut ajouter sa carte d'identité pour pouvoir signer. Et on sait que ça fait partie des freins pour que les gens puissent vraiment participer à ces initiatives. Donc, je trouverais ça intéressant, en effet. D'ailleurs, j'avoue qu'à Paris, je suis pas certaine de comment fonctionne le droit de pétition. Je dis ça parce que je suis parisienne. Mais ça serait intéressant d'aller beaucoup plus loin là-dessus et de se dire, est-ce que la première étape, c'est pas juste de mettre en œuvre le droit de pétition qui est dans notre loi, dans notre constitution, dans cette loi organique, à tous les niveaux de décision en France. Alors ça existe à Paris comme à Marseille, mais il y a une seule. Le seuil de signature nécessaire avait été extrêmement baissé en 2014, mais et simplifié puisqu'autrefois il fallait envoyer des pétitions par courrier, etc. avec des attestations de domicile. Mais bien que ça a été énormément simplifié, il y a une seule pétition qui a passé le seuil. C'était sur la défense des mineurs isolés, si je me souviens bien, et qui est entrée pour être qui a été débattu, qui a fait l'objet d'un vœu au Conseil de Paris ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pareil, je pense que c'est très peu connu et du coup très peu utilisé et peut-être pas très promu par les élus eux-mêmes. Je pense qu'il y a, juste pour rebondir là-dessus, il y a une vraie peur en fait. Moi, pour avoir travaillé, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir beaucoup de responsables politiques, d'administration pour justement que ce droit de pétition soit... En tout cas, que les pétitions, en particulier sur Change, mais ailleurs, soient prises en compte dans les débats publics. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la réponse que j'entendais, c'était mais s'il y a trop de pétitions et s'il y a trop et si on n'arrive pas à gérer. Et je pense qu'il faut dépasser cette peur parce que, d'abord, c'est bien s'il y a beaucoup d'expressions, c'est-à-dire que les citoyennes et les citoyens veulent participer à l'action publique. Il faut juste réfléchir aux outils pour mettre en œuvre ces consultations et surtout. Et là, je vais être un peu directe, mais le rôle des élus de la République est de représenter l'expression citoyenne. À partir du moment où les élus de la République ont peur que l'expression citoyenne les dépasse, c'est qu'ils ont perdu de vue leur rôle et leur mandat. Donc, je trouve que c'est intéressant et est-ce que c'est inquiétant de voir que justement, on a peur de cette expression citoyenne, on a peur qu'elle nous déborde en fait. Et je trouve qu'il y a plein d'exemples récents qui nous prouve que l'intelligence collective des citoyens et citoyens non professionnels, elle aboutit à des choses très, très positives de qualité, de très grande qualité. La Convention citoyenne sur le climat, la qualité, en fait, de ce qu'a produit cette convention, qui était non seulement, même si on a entendu tout et n'importe quoi sur les plateaux télé, mais qui était non seulement réaliste, chiffrée, qui prenait en compte la donnée sociale, la donnée environnementale, la donnée économique, ont pas été, je trouve, suffisamment valorisées par les élus en reconnaissant la qualité de ce travail-là. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance. Et on parle beaucoup de confiance des citoyens envers les politiques. Mais il faut que les politiques fassent confiance aux citoyens. Et c'est un peu, c'est à double sens. C'est-à-dire, si on ne fait pas confiance aux citoyens, comment les citoyens peuvent nous faire confiance? Et du coup, il y a vraiment ce travail à faire, je pense, de lâcher prise un peu. Je sais que c'est pas facile, mais de lâcher prise sur l'expression citoyenne. Il y a plusieurs questions qui portent sur la lisibilité des pétitions. Il y a une question de Mathilde. Est-ce que c'est possible de rassembler plusieurs porteurs de cause sur une même pétition pour faire le poids? Si oui, comment avoir une visualisation sur les sujets les plus portés, les moins portés? Est-ce que ça c'est public ou est-ce que vous avez un tableau de bord secret qui vous permet de suivre le baromètre citoyen? Et question de Claire. Si je suis insatisfaite d'une pétition sur mes opinions, je crée la même sur Change. Laquelle va lire le CESE?
Alors, sur d'abord les pétitions qui peuvent être rassemblées, etc. Donc, on essaie de le faire, en fait, quand on voit qu'on a des gens qui sont... Alors, on le fait sur les pétitions les plus importantes. Hein. Je vais vous donner les rouages de Change. On est une équipe de 5 personnes en France, donc on fait dans la mesure du possible ces mises en relation quand il y a des pétitions très importantes et qu'on voit... Ça a été le cas, par exemple, sur Jacqueline Sauvage. On a mis en relation ces 2 pétitionnaires. Donc, quand on voit qu'il y a des gens qui ont exactement la même demande, on les met en relation, on leur dit pourquoi ne pas travailler ensemble. Cela dit, on reconnaît aussi que les gens, il y a parfois de la nuance. Donc, ils peuvent avoir une demande similaire, mais avoir de la nuance dans la manière dont ils soit imaginent aboutir, soit veulent faire campagne. Donc, ça marche pas à tous les coups. Et je pense qu'on célèbre aussi le fait que finalement, parfois, il y a plusieurs initiatives parallèles, mais elles concourent de manière différente à faire avancer les choses. Peut-être qu'il y a une pétition qui va permettre d'engager beaucoup de signataires, une autre qui va être particulièrement bien menée auprès de la presse, qui va faire beaucoup de médias, une autre qui va éventuellement être bien relayée auprès d'élus locaux qui ensuite vont porter les choses au niveau national à l'Assemblée, par exemple. Donc, je pense qu'il faut reconnaître aussi comment ces pétitions différentes je pense qu'il ne faut pas avoir le dogme de est-ce que toutes les signatures sont bien au bon endroit, parce que de toute façon, vu la multiplicité d'expressions sur Internet, on n'aura jamais l'opinion vraiment exprimée par toutes les personnes qui l'apportent au même endroit, mais plus comment tout ça concourt. Et d'ailleurs, pour nous, c'est un vrai challenge, parce que des fois, on voit des pétitions qui aboutissent, en tout cas des demandes qui aboutissent de pétitions, et on n'est pas capable de dire exactement est-ce que c'est lié à cette pétition-là ou une autre pétition, enfin, dans quelle mesure, à moins que le responsable politique s'adresse directement aux pétitionnaires. Donc ça, c'est la manière dont on fonctionne pour les rassembler. La deuxième question, c'était... je suis désolée, je relis du coup les commentaires parce que je ne me rappelle plus comment tu les avais formulés, mais donc la manière dont le CESE fonctionnait ou de la manière dont ça pourrait fonctionner pour d'autres, c'est que en fait, ils regardaient toutes les semaines les nouvelles pétitions et ils avaient un outil de suivi et ils regardaient pas uniquement sur change.org ou pas uniquement sur Mes Opinions, mais justement ils regardaient les thématiques. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant que le CESE a fait, c'est qu'ils regardaient pas uniquement les grosses pétitions, mais les signaux faibles. Par exemple, nous, on leur a donné aussi comme on regarde beaucoup ce qui se passe sur la plateforme, on sait à peu près quels sont les sujets qui reviennent régulièrement. Donc, on leur a dit, nous, les sujets qui reviennent régulièrement, ce sont les expulsions de personnes qui sont qui deviennent en situation irrégulière, même s'ils sont sur le territoire français depuis longtemps, en particulier des étudiants et des apprentis. Il y a cette grosse tendance de parents qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire dans les écoles. Il y a cette autre grosse tendance de fermeture d'écoles, donc des parents qui font des pétitions contre les fermetures d'écoles. Donc, on leur donnait ces grosses tendances parce qu'on les voyait émerger sur la plateforme. Cela dit, nous, on n'a pas un outil de veille sur les sujets qui montent, les sujets qui descendent, tout simplement parce que ce n'est pas notre mandat de départ. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on discute avec beaucoup d'acteurs qui me contactent. On n'est pas un outil de sondage, de l'expression citoyenne, on a un outil de mobilisation. On est au service des citoyennes et des citoyens qui veulent se mobiliser pour faire avancer des causes. C'est pour ça qu'on n'a pas d'outils qui permettent de faire un suivi, mais je suis sûre qu'avec des outils où tous nos contenus sont publics sur la plateforme change.org, que ce soit les pétitions, les commentaires. Donc, on pourrait réfléchir à des outils qui, justement, analysent. Il existe des outils de veille très efficaces sur l'expression sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ça peut permettre aussi d'inclure ce qui se passe sur change.org, ce qui se passe sur Mes Opinions. Donc ça peut être des outils à mettre en place. Justement, Mathilde a un petit peu précisé sa question, mais alors, je pense qu'elle est un peu prospective là-dessus. Elle pose la question d'imaginer que ces données non personnelles, bien sûr, puissent être des données d'intérêt général et que les sites de pétition puissent les mettre en commun avec, Mathilde est assez technique, donc une sorte de standard de données, sujet, nombre de signataires, qui permettrait du coup d'avoir un outil de visualisation globale pour les agents publics. Ouais, je pense que c'est tout à fait... Après, il faut voir, on a une réglementation aujourd'hui sur la protection des données qui est très, très stricte. Et du coup, il faut voir dans quelle mesure ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Mais je pense en effet que ça peut être utile. Et la question étant, comment est-ce qu'on peut mettre en place cela avec... en effet, il y a un travail, je pense, de standardisation qui est assez important à faire. Et nous, on l'a vu rien que sur le label avec le CESE, enfin, rien que d'imaginer quels sont les critères de labellisation pour des plateformes qui sont très différentes, ça nécessite beaucoup de travail. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi et surtout la responsabilité du développement de cet outil. Comment est-ce qu'on le fait? Je pense qu'on le fait en partenariat avec les plateformes, mais je pense qu'il faut, en effet, pour qu'il y ait une forme d'indépendance et de neutralité, que ça soit mis en place par des services de l'État et qu'ils puissent ensuite le proposer aux plateformes et que les plateformes puissent entrer dans ce cadre-là.
Et quand vous parlez de la pétition de la plateforme du CESE, vous en parlez au passé. Elle n'existe plus dans le cadre de la réforme du CESE? Alors, pour l'instant, on est un peu en statut. Je dois justement parler au CESE la semaine prochaine, donc j'en saurai un peu plus. Mais en gros, il y a un changement de mandature. Il y a eu aussi donc la réforme qui est passée, et il y a eu des décrets d'application qui sont encore en suspens. Donc, on ne sait pas exactement comment le CESE va prendre en compte les pétitions. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme spécifique au CESE? C'est possible. Est-ce que il va y avoir une évolution du label? Ça, pour l'instant, c'est incertain. Et je pense que ça va dépendre du coup de la nouvelle présidence du CESE et de la manière dont ils veulent mettre la pétition au cœur de leur action. En tout cas, nous, ce qu'on va continuer à défendre, c'est l'idée que qu'il y ait plateforme ou pas, que ce partenariat avec le CESE a très bien fonctionné. Je pense qu'aussi, il y a des enjeux de non seulement d'efficacité du CESE, mais aussi de légitimité pour le grand public. Et je trouvais que le travail qu'on avait fait justement de mettre des pétitionnaires au cœur du CESE dans les auditions, ça redonnait une forme de valeur citoyenne. Parce que si on veut faire du CESE la chambre citoyenne, on a besoin d'avoir des citoyens à l'intérieur et pas que des citoyens membres du CESE, mais aussi des citoyennes et des citoyens qui n'ont pas cette fonction-là. Et du coup, je pense que nous, on va continuer à faire ce travail pour pousser l'idée d'une visibilité, d'une présence et d'une prise en compte des pétitions citoyennes. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Une question des jeunes OpenGov. Alors c'est un groupe de jeunes qui défend la place de la jeunesse dans les processus de participation citoyenne, qui disent, qui reprennent le fait que vous avez dit qu'une bonne partie des pétitions sont lancées par des étudiants. C'est quoi les sujets sur lesquels les jeunes se mobilisent le plus et quel rôle la jeunesse peut jouer dans la transition démocratique? Alors justement, je ne sais pas si j'ai fait un abus de langage ou si j'ai été mal comprise, mais ce que je disais, c'est que les gens qui se mobilisent le plus en général, qui sont actifs, qui sont activistes, qui sont dans les associations, ce soit des retraités, soit des jeunes. Aujourd'hui, sur Change.org en particulier, on a plus de plus vieux qui lancent des pétitions ou signent des pétitions, et par contre, les jeunes, on les voit beaucoup plus utiliser des outils type Instagram, participation à des actions en ligne. Et c'est vrai qu'on a des jeunes sur Change.org, mais ils représentent que 10 à 15% de notre public. Quand je dis des jeunes, ce sont des personnes qui ont au moins 16 ans, parce qu'on ne peut pas utiliser Change.org en étant plus jeune. Donc, en gros, des 16-25, ça va représenter 10% des gens qui sont sur la plateforme. Définition très restrictive de la jeunesse. Oui, je sais. Je me disais même, est-ce que 25 c'est trop vieux? Je sais pas, peut-être parce que maintenant j'ai 36 ans, donc je me demande où je mets la limite. Mais en tout cas, ce que je vois, que ce soit sur Change, parce qu'il y a quand même des exemples de mobilisation, et sur les réseaux sociaux en général, et les personnes qui sont actives dans des associations autres, c'est que les gros sujets où la jeunesse s'est vraiment impliquée récemment, c'est la question environnementale et climatique. Sur Change.org en particulier, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment cet engagement s'est traduit envers des entreprises. Donc, on a vu beaucoup de pétitions, par exemple, adressées à McDo pour passer au zéro déchet, adressées à Mondelez, qui est le producteur des biscuits Lu en particulier, pour stopper l'utilisation d'huile de palme. Donc, il y a eu beaucoup de ces... J'ai trouvé ça intéressant, en fait, de voir beaucoup de ces jeunes qui comprenaient l'intérêt d'avoir une pétition adressée à des entreprises qui pouvaient un peu changer les standards de production, etc. Donc ça, c'est beaucoup ce que j'ai vu. Et puis, bien sûr, il y a eu, avec ce qui se passe aujourd'hui sur le Covid, beaucoup d'étudiants qui ont lancé des pétitions sur la question de la précarité étudiante, sur la question des examens. D'ailleurs, c'est même au-delà du Covid une tendance. Quand on voit beaucoup de jeunes sur la plateforme, c'est souvent pendant les périodes du bac. Bac et brevet sont souvent des moments où on va avoir des réactions sur les sujets, sur la manière dont la notation a été mise en place, etc. Donc, ça peut paraître plus anecdotique, mais là, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a beaucoup de pétitions sur, on a beaucoup parlé, le contrôle continu, les conditions de passage des examens, mais aussi les conditions d'enseignement. Et on a eu par exemple autant des pétitions un peu, je dirais, systémiques, mais aussi des pétitions individuelles de jeunes qui, par exemple, n'ont pas d'accès à Internet ou n'ont pas d'ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir travailler de chez eux et qui, par exemple, doivent se partager un ordinateur pour toute la famille et qui lancent des pétitions vraiment à titre individuel en disant je suis dans une situation compliquée, je ne sais pas comment faire, je demande au ministère de l'Intérieur de m'aider à résoudre ce problème. Donc, c'est d'ailleurs intéressant quand on voit les pétitions, que ce soit la jeunesse ou d'autres, que souvent on peut aussi partir d'un sujet individuel qui est en fait le symptôme d'une situation qui touche d'autres personnes et qui est plus systémique et qui est souvent un bon point d'entrée d'ailleurs pour les gens pour se mobiliser
C'est vrai que c'est plus compliqué quand on parle de manière institutionnelle des problèmes d'équipement dans le cadre de la scolarité, mais si on entend quelqu'un qui dit je ne peux pas étudier, on va plus facilement aussi comprendre le message, y adhérer, soutenir. Donc c'est intéressant de voir cette approche. Et par rapport au rôle que peut jouer la jeunesse, je pense qu'en effet, il y a pas mal de groupes. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe au sein de l'association Article 1 et notamment un groupe qui s'appelle les Different Leaders, donc ils font beaucoup de travail justement où ils vont aller voir. Je trouve leur approche très intéressante parce qu'au-delà de l'expression sur des réseaux sociaux, etc., ils ont décidé d'investir les petits espaces qu'on leur offrait pour s'exprimer. Donc, notamment quand il y a eu des consultations publiques sur la question de l'égalité des chances, ils ont tout de suite été sur la plateforme, posté leurs revendications, l'ont poussé dans leur réseau. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cet intérêt de la jeunesse pour à la fois agir de manière indépendante et autonome sur leur propre plateforme, mais aussi pour investir les espaces qui leur sont offerts, parce que je pense que les jeunes sont, en tout cas ceux que j'ai vus agir, sont très stratèges et comprennent très bien là où ils peuvent saisir des opportunités. Et là, on voit ce qui se passe en ce moment devant l'Assemblée nationale, où on a des jeunes qui sont dans le mouvement climat, à qui on a dit qu'ils ne pouvaient pas manifester, donc ils ont décidé de faire du sport devant l'Assemblée nationale, et donc ils parlent aux élus, aux membres de l'Assemblée nationale en sautant, en courant, en faisant des exercices, en disant bah non, on fait juste du sport, mais on en profite pour exercer notre droit à l'expression démocratique. Donc, je trouve que vraiment, il y a cette créativité, cette stratégie qui est vraiment en train de se développer, en particulier chez ces publics très jeunes, et qui pourrait inspirer plein d'autres personnes. Et je pense qu'il y a vraiment cet intérêt à ce que les jeunes continuent à montrer l'exemple. Il ne nous reste plus que quelques minutes ensemble pour tenir la promesse d'une conversation pour démarrer la journée. Je vous pose les questions qui restent. Donc, notamment, il y avait une question de Caroline sur justement les limites de la démocratie numérique. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir dans tout votre récit qu'on parle aussi vraiment d'engagement IRL, que ce soit dans les locaux du CESE ou sportifs devant l'Assemblée nationale. Et une question juridique de Didier sur les objectifs d'impact juridique réglementaire pour les pétitions. Est-ce qu'il s'agit de faire modifier des lois, par exemple? Sky is the limit. Ouais. Tout ce que vous voulez. Je pense qu'on peut décider justement, mais je reviens à ce que je disais au départ, c'est quel est le niveau d'intervention qui est le plus efficace stratégiquement, c'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile de faire modifier des règlements que de faire modifier des lois, et si faire modifier un règlement, ça vous permet d'aboutir, je pense que ça peut être intéressant. On peut se poser la question du fait que ça soit plus facilement réversible aussi, donc c'est à chacun et à chacune d'imaginer le niveau d'intervention qui est le plus efficace, mais je dirais qu'il y a aussi des pétitions qui sont obtenir des précédents, par exemple, juridiques pour pouvoir ensuite faire évoluer les lois. Donc, on a eu une pétition récemment pour Sandra Müller qui a été mise en examen pour diffamation suite au lancement du hashtag balance ton port, et qui a eu une pétition citoyenne pour la soutenir, et elle a été relaxée. Et on se voit aussi que des pétitions peuvent servir, même si on aime à croire que la justice est totalement indépendante, il y a aussi une influence médiatique sur la justice. Donc, ces pétitions, elles peuvent permettre aussi de faire entendre la voix des personnes qu'on entend moins pour ensuite créer des précédents juridiques qui permettent de faire avancer des lois. Et pour ce qui est de la limite, entre guillemets, du digital, oui, c'est du lobbying citoyen pour l'intérêt général. Et pour ce qui est de la limite, je pense en effet que je pense qu'il ne faut pas séparer le digital du offline, du hors-ligne, dans le sens où tout est très complémentaire, et un peu comme je disais, il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace à la loi ou le règlement, qu'est-ce qui est le plus efficace à un moment donné sur la campagne que vous menez. Est-ce que c'est plus efficace d'être en ligne parce que vous savez que sur Twitter, le responsable politique que vous ciblez, il est hyper connecté, et que lui envoyer des tweets, il va répondre plus facilement, ou est-ce que c'est un responsable politique ou même, je ne sais rien, une entreprise qui tient son assemblée générale et qui va parler de tous ces engagements environnementaux que vous trouvez plutôt maigres ou pas suffisamment ambitieux, et vous pouvez aller devant l'Assemblée générale pour faire une action symbolique. Donc, il faut toujours réfléchir à qui est la personne que vous ciblez, à quoi elle est sensible et quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir l'influencer. Et à ce moment-là, décider est-ce que c'est une action en ligne, est-ce que c'est une action hors ligne. Je pense juste que l'intérêt d'avoir une action en ligne, c'est d'avoir ce QG dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir s'organiser collectivement, se contacter facilement. Et ça, c'est un des éléments, je pense, constitutifs des pétitions et des mobilisations réussies.
Merci beaucoup, Sarah. Je vous demande 2 mots de conclusion. Un, quelle est la cause, le sujet qu'il nous faut porter dans le cadre du gouvernement ouvert? 2, qui devons-nous inviter au prochain micro ouvert? Alors, la cause, pourquoi pas un droit individuel à l'engagement ou à l'activisme, je trouverais ça intéressant. Et puis, particulièrement, ce qu'on a discuté, je pense, sur comment est-ce qu'on intègre l'expression citoyenne sur les différentes plateformes dans la décision publique. Ça me semble indispensable et surtout, en ce moment, on a besoin d'aller chercher les gens là où ils sont. On est dans une crise démocratique, donc c'est aux administrations d'aller chercher les gens et pas attendre qu'ils viennent à nous. Et la prochaine personne à inviter, je pense que ça serait intéressant d'inviter Mathilde Himmer, qui a travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait un travail incroyable, justement, qui mélange lobbying, des participations citoyennes, démocratie en ligne et hors ligne, avec notamment le lien qui a été fait, je trouve, qui a été très intéressant entre le mouvement Gilets jaunes et le mouvement climat via cette convention. Donc, je pense qu'elle serait une excellente invitée. Merci beaucoup, c'est noté. Vous pouvez retrouver le replay de cette intervention immédiatement après dans votre boîte mail et sur le site internet de la DITP, bien sûr. On vous retrouve le vendredi 30 avril avec une autre femme engagée, Axelle Lemaire, l'ancienne secrétaire d'État au numérique, qui a notamment porté la loi pour une république numérique et les sujets de gouvernement ouvert et qui nous partagera son retour d'expérience. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Sarah et très bonne journée. Merci.